Euh, je veux tenter avec vous de répondre à la question qui nous a été posée, comment le pluralisme affecte notre culture. Et les mots qui me sont venus à l'esprit quand j'ai lu la question et que j'ai tenté d'y réfléchir, c'est érosion, mutation, transformation, en fait des mots très dynamiques. Il y a beaucoup de mouvements, et ça bouge énormément. En même temps, je me sens très près de ce qu'ont dit les personnes qui ont parlé avant moi, c'est-à-dire la nécessité de quelque chose qui nous est commun et qui va subsister dans ce maelstrom, en quelque sorte, dans lequel on se trouve plongé, qui est en fait le résultat de beaucoup de facteurs qu'on ne contrôle pas. Fernand Dumont, son dernier livre, Raison commune, dit tout l'enjeu du débat. Est-ce qu'on a des raisons communes, en d'autres mots, d'exister ensemble? Et donc, j'aimerais répondre à la question de la manière suivante. D'abord, très rapidement, revenir sur la distinction de Fernand Dumont, qui distinguait une culture première et une culture seconde, pour tenter de montrer que cette distinction, maintenant, n'est plus tout à fait satisfaisante et qu'il faudrait peut-être la compléter. Et ensuite, très rapidement, je présenterai la manière dont les registres de culture que je vais distinguer sont affectés par le pluralisme. Alors, premier point, donc, Dumont disait culture première. On est tous d'accord, on est tous plongés dans une culture première, on vit dedans, on est dedans. C'est nos appartenances de base, c'est ce qui fait une majorité, comme l'a dit Jacques tout à l'heure. C'est les traditions, c'est les modes de vie, c'est les valeurs tout à fait fondamentales du groupe d'origine, c'est les croyances aussi. Donc ça, c'est notre culture première. C'est ce dans quoi on est quand on n'y réfléchit pas trop et qui fait qu'on est ce qu'on est spontanément et qu'on vit comme on vit. Et Dumont disait, c'est pas tout. Il y a la culture seconde, c'est-à-dire il y a la réflexion sur la culture première qui est faite d'œuvres, de représentations, les arts, la littérature, les idées, les journaux, le débat public, en fait, tout ce qui intervient sur la première culture. Il appelait ça culture seconde, et il voyait un moyen de tenter d'universaliser un certain nombre de valeurs en réfléchissant sur nos modes de vie. À mon avis, dans le moment, ces deux cultures, autant la première que la seconde, sont entrées dans une phase, on pourrait dire, de complète turbulence. Véritablement, il y a une perte d'identité complète, les repères ne sont plus communs. Et pas seulement à cause de l'immigration. Ce serait une très, 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 très courte vue que de croire que nous nous modifions parce que tout d'un coup, il y a des immigrants. Voyons donc. Il y en a toujours eu, premièrement. Deuxièmement, nous nous modifions parce que nous évoluons, nous nous transformons. La loi de la vie, c'est de se transformer. La technique nous transforme. Et la technique vient pas de l'immigration. Plein de facteurs nous transforment. La sécularisation nous transforme. Le fait que les populations n'investissent plus l'autorité divine est quelque chose qui transforme tous nos comportements, y compris donc nos modes de vie d'une part, nos rites, le passage vers la mort, tout est modifié. Alors, je pense qu'il faut ajouter quelque chose d'autre. Si quelque chose doit nous être commun, à mon avis, ça ne surgira pas de la culture première qui est bouleversée, qui subit des transformations constantes. Ça ne surgira pas non plus de la culture seconde, qui est elle aussi en mutation, et je vais dire pourquoi dans un moment. Ça devrait surgir d'une troisième culture que nous sommes en train de porter, qui a été tout à fait bien ciblée par les intervenants, c'est la culture politique. C'est-à-dire, c'est l'idée que nous avons un noyau commun, formulé dans nos lois, dans nos chartes, mais dans quelque chose de plus que le philosophe Habermas appelle le savoir moral d'une société, c'est-à-dire les choses qui sont pour nous des certitudes et qui sont elles aussi en évolution, mais moins en évolution que d'autres, parce que leur évolution est en quelque sorte plus lente. Alors, comment la culture première est affectée par le pluralisme? Ça, il n'y a pas besoin de faire de vagues circonvolutions autour du phénomène. Le phénomène est massif. C'est la mondialisation qui touche nos modes de vie. Toute notre existence, dans ce qu'elle a de plus concret, est bouleversée par des formes nouvelles. Nous sommes constamment exposés dans les médias par des objets de désir, en quelque sorte, qui modifient ce qu'on veut avoir, ce qu'on veut devenir aussi. On cherche à être autre chose que la petite chose qu'on est en essence, si j'ose dire. Et donc, il est plus possible de se replier sur les modèles que nous fournissaient les sociétés traditionnelles. Et donc, on observe même dans les sociétés post-industrielles comme la nôtre, deux types de phénomènes de réaction au pluralisme. Vous avez des réactions de repli vers la tradition qui
caractérise très souvent aussi les couches d'immigration qui, parce qu'elles doivent affronter le défi de l'immigration, ont une tentation dans un premier moment du repli identitaire vers leur valise, en quelque sorte, ce qu'elles ont apporté avec elles en venant ici. Les sociologues disent que l'immigration ouvre ses valises seulement à la deuxième génération. Pourquoi faire? Pour les vider, bien sûr. Alors, cette question-là est assez intéressante, je trouve, parce que ça montre que nous ne sommes pas seuls. Ce que les immigrants nous apportent, cette sorte d'instabilité, de vulnérabilité, c'est quelque chose que nous vivrions de toute façon, parce qu'il n'est pas question, nous ne pouvons pas vivre dans les traditions qui nous ont été léguées. Il n'y aurait pas un immigrant à Montréal. Est-ce que vous voudriez vivre dans le monde de Duplessis? Non, pas du tout. Vous voudriez vivre avec Monseigneur Ouellette à Québec, excusez-moi de le dire. Non, on retournerait pas vers ce monde-là. On n'en veut pas. Alors, donc, il y a quelque chose qui bouge et la manière dont ça va se recomposer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Sur le plan de la culture seconde, alors là, évidemment, il y aurait énormément à dire parce que le monde dans lequel moi j'ai grandi est plus proche, je le dis toujours, de l'éducation des princes de la Renaissance que celui de mes enfants. Mes enfants sont dans la pleine démocratie, j'en ai 3. Ils ne connaissent pas la différence entre la culture d'élite et la culture populaire et surtout, ils n'acceptent pas ce que moi j'acceptais spontanément, le privilège de la culture d'élite sur la culture populaire. Ils ont une culture qui circule complètement comme un indicateur graphique dans tous les domaines où il y a du sens. Et donc, ça, c'est quelque chose que nous, on faisait pas. On était élevés dans le mépris de la culture populaire. Alors, sur le plan donc de la culture seconde, là aussi, il y a une recomposition complète. Personne n'a les mêmes références. Personne n'a la même bibliothèque. Moi, quand j'étais jeune, on s'attendait, des étudiants à l'université, on se rencontrait, on avait tous lu le même livre. On était contents de ça. On lisait La Chute d'Albert Camus, on lisait Jean-Paul Sartre, et puis on lisait le dernier numéro de la revue Parti pris. Ça s'arrête là. Aujourd'hui, mais c'est incroyable ce que les jeunes lisent. C'est faramineux. Mais les étudiants sont incroyables d'invention, de recherche. Leur culture seconde, dit autrement, est un répertoire qui ne ressemble à aucun autre, et les recompositions qui permettraient des identités communes sont des choses qui sont, à proprement parler, inaccessibles a priori. Qu'est-ce qui reste? Il reste la culture politique. C'est là où, je crois, nous avons le plus de possibilités d'une culture partagée. On peut s'accommoder d'une culture première où il y a beaucoup de différences et de diversité. On peut s'accommoder d'une culture seconde où il y a énormément de, je dirais, de diffraction, d'érosion, de saturation, de toutes sortes de phénomènes, mais on peut pas s'accommoder d'une culture politique où nous serions tous différents. Il faut donc une culture politique où nous avons une identité, des raisons communes, et dans ces raisons communes, qu'est-ce qu'on peut tenter d'identifier? J'ai cherché à voir ce que les sociologues nous disent là-dessus. Par exemple, j'ai lu les travaux de Bernard Lahire, que vous connaissez peut-être, un sociologue assez fin sur ces questions-là. Quelqu'un qui nous dit en gros que pour transmettre des valeurs communes, aujourd'hui, il faut une intervention, je dirais, politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser ça au hasard. Il faut qu'une société prenne une décision par rapport à ces valeurs communes. On est en train d'en prendre au Québec, par exemple, en créant un nouveau programme d'éthique et culture religieuse qui va s'appliquer à toutes les cohortes de l'école. On croit que l'école va être un lieu où la culture politique, dans le savoir moral profond de la société, va pouvoir se recomposer. Moi, je suis très confiant. J'ai un optimisme considérable par rapport à ça. Je crois que c'est là que le travail de la différence va s'opérer et que donc le choix des formes de vie qui caractérisent la culture première, l'individu triomphant, le saint, l'artiste, etc., ça, c'est toutes des choses que chacun peut faire comme il le veut. On vit dans une démocratie qui rend cette chose-là possible, une vraie liberté. Le choix des œuvres qu'on lit, le choix des réflexions, des choses qui nous donnent du sens, on peut le choisir. Mais la question de l'identité politique, du savoir moral fondamental, des droits, la question de l'égalité, de la dignité des personnes, tout ce qui touche, en d'autres mots, les principes infrangibles sur lesquels notre société est construite, je crois que c'est quelque chose en quoi on doit investir. Et là, je rejoins le propos de Jacques, c'est-à-dire que je crois qu'on doit avoir une position qui est affirmative. Quand ce savoir est à disposition, on doit non seulement le faire fructifier en délibérant le plus possible, c'est-à-dire avoir des forums politiques d'une grande qualité, mais on doit aussi s'assurer de le transmettre. On ne peut pas juste le laisser à volo. Il faut donc que l'école fasse quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'en
déconfessionnalisant l'école, on aurait tort de laisser l'espace vide. Il faut le remplir, il faut mettre quelque chose, il faut que dans l'école, il y ait ce lieu où le savoir moral se réinvente et se transmet au fur et à mesure, parce que si nous avons des raisons communes d'exister, il faut, en commençant, comme le dit Hannah Arendt en parlant de la jeunesse, transmettre ces idéaux à la jeunesse. Et je répète les mots, je les cite de mémoire. Hannah Arendt dit aux jeunes, voici ce monde dans lequel tu t'apprêtes à entrer. Nous l'avons défini de cette manière, tu pourras le changer. Ça, je trouve que c'est une phrase très, très belle. Voilà, merci.